toutes et à tous. Dans le cadre de la recherche de diversification permanente qui nous sert de ligne directrice chez Alta Profit, pour vous proposer de nouveaux fonds thématiques, nous avons choisi de mettre ce soir en valeur le prometteur jeune fonds Échiquier Space, porté par la financière de l'échiquier. L'actualité de l'espace est omniprésente depuis de longs mois et il sera de plus en plus difficile pour les nations de second rang de rester dans le peloton de tête des industries spatiales militaires ou civiles face aux USA, à la Chine, qui consacrent des budgets bien supérieurs à ceux de l'Europe, de la Russie ou de l'Inde, par exemple. De plus, la crise ukrainienne met sous tension très forte quasiment tous les composants du spatial du fait du désengagement accéléré de Roscosmos, l'acteur russe. Sont donc impactés les satellites, les vols habités, où les Russes ont longtemps laissé planer la menace de ne pas corriger la trajectoire de la station ISS, les satellites et les lanceurs, avec comme autre temps fort les ingénieurs russes, encore eux, qui ont plié bagages de Kourou, en Guyane, où ils assumaient via les robustes et fiables fusées Soyouz de nombreux vols, complétant ainsi les classiques fusées Ariane. De plus, on assiste clairement à un changement de braquet saisissant avec un partenariat de plus en plus pointu entre les États et les sociétés privées, notamment depuis la fin des vols de navettes US. Il est clair que les grands groupes privés portent plus que les États la notion de risque, et Amazon l'illustre de façon très claire en signant avec Arianespace son plus gros contrat historique pour l'envoi de 18 lancements de fusées Ariane 6, chacun avec des vols permettant le déploiement de 35 satellites de télécommunications en orbite basse. Les fusées faisant l'objet du contrat n'ont encore jamais volé. Enfin, le premier vol spatial touristique 100% privé, il y a, je crois, une quinzaine de jours, nous donne une dimension nouvelle à ce terrain de conquête sans limite. Nous avons le plaisir ce soir de recevoir le gérant du fonds donc Échiquier Space, Rolando Grandi, qui est à la manœuvre pour porter cet actif vers des fonds baptismaux de performance, un encours de 65 millions pour une création en date du 31 mai 2021 et un risque 6 sur 7. Bonsoir Rolando. Bonsoir Jean-Yves. Eh bien, écoutez, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Merci de votre participation ce soir à ce webinaire, à cette webconférence passionnante. Sur le sujet, en tous les cas, écoutez, première question toute simple. On entend beaucoup parler quasiment tous les jours de l'industrie spatiale. Pourquoi un tel engouement? Bien sûr, alors je pense que c'est un très bon point de départ parce que c'est qu'on a cherché à faire en permanence à la financière de l'échiquier, c'est vraiment de repérer des thèmes structurels de changement. Changement qui passe souvent par l'innovation, innovation qui peut être scientifique, technologique ou même aussi dans la façon dont on se comporte. Et pour nous, les spatiales, je pense que c'est quelque chose qui est né en 2018, qui a été aussi l'année pendant laquelle nous lancions un fonds qui était tout à fait inédit à son époque et qui l'est toujours, qui est le fonds d'intelligence artificielle. Et à ce moment-là, quand on lançait en 2018 le fonds échiquier Artificial Intelligence, on voyait vraiment que la prochaine révolution, c'était celle de l'espacial. En revanche, en 2018, ça nous semblait qu'on était encore un peu tôt par rapport à cette industrie qu'on voyait déjà florissante, mais qui manquait encore de certains éléments pour qu'elle soit vraiment sur une trajectoire d'inflexion. Nous, ce qu'on aime bien, d'ailleurs, c'était la preuve en 2018 avec l'intelligence artificielle, un fonds qui a vraiment fait ses preuves depuis presque 4 ans, c'était qu'il y a ces... Rolando, je voulais vous demander, vous êtes le gérant de ce fonds? Oui, alors c'est vrai qu'à la financière de l'échiquier, moi, je m'occupe des fonds thématiques. Alors, ça va de la robotique, l'automatisation du monde physique, l'intelligence artificielle, le monde digital, l'espacial désormais, qui est un peu un mélange des deux. C'est vraiment ça qui est important qu'on a lancé en 2021, donc il y a presque un an, parce qu'on l'a lancé le 31 mai. On était vraiment sur cette vision que l'industrie et le digital étaient en train de converger dans une industrie qui existe déjà. L'espacial, on ne l'a pas créé en 2020, ça existe depuis les années 60, mais qui connaissait justement un point d'inflexion. C'est pour ça qu'on a lancé cette thématique où on est les premiers d'ailleurs en Europe à le faire et on investit partout dans le monde d'ailleurs. D'accord. Alors, merci de ces précisions. Cette nouvelle course à l'espace, est-ce qu'elle est différente de la première qui a vu s'affronter
grandes puissances, hein, Russie et notamment US, avec un contexte militaire extrêmement marqué. Ben, c'est exactement ça qui nous a interpellés. L'espacial, comme je le disais, il n'est pas nouveau. Ça fait plus de 60 ans, 70 ans qu'il existe. Et quand il a été créé dans les années 60, c'était dans un contexte précis. On était en pleine guerre froide, les États-Unis contre l'Union soviétique, et l'espacial était devenu un terrain de conflit militaire potentiel. Il fallait donc aller dans cette course à l'espace, démonstration des forces d'une part, il fallait montrer qu'on savait faire, mais aussi il fallait être préparé si jamais cette frontière nouvelle devenait un terrain de conflit. Donc, c'est que des deux côtés, États-Unis, Union soviétique, les acteurs qui ont été mobilisés, ce sont les sociétés militaires. Ils ont dû développer leurs compétences et technologies en savoir-faire inédit, puisqu'on commençait vraiment à créer cette industrie qui, depuis 60-70 ans, s'est développée. Mais ce qui est intéressant, puisque maintenant on a quand même déjà un peu des reculs sur cette première vague spatiale, c'est que la thématique spatiale 1.0, donc nous on l'appelle vraiment 1.0 pour faire cette transition, ce contraste vers le 2.0 qui est celui qui nous intéresse dans notre fond. Mais dans le 1.0, on se rend compte qu'il y avait quand même trois éléments qui étaient limitants. Déjà, il y avait une logique que les prix de ces missions et ces services et ces technologies spatiales étaient trop élevés. C'était une logique des coûts plus marge, c'est-à-dire les entreprises vendaient vraiment tous leurs coûts et rajoutaient une marge bénéficiaire. Donc il y avait Donc là, aucune... vous nous parlez, Rolando, des origines donc on va dire de l'espace 1.0 là. Exactement. Je pense que c'est important de savoir d'où on vient. Et dans D'où on cette vient. origine, on était vraiment dans une logique de gonfler les coûts. Parce que plus on gonflait les coûts, plus on pouvait vendre du chiffre d'affaires. Et donc cette logique-là rendrait l'espace peu visité. On n'y allait pas fréquemment. C'était très cher d'aller dans l'espace. Et donc l'innovation était très incrémentale, très lente. Et donc, c'est vraiment ça qui a vraiment changé dans cette industrie 2.0 qui se développe depuis un peu plus de 15 ans, où les entreprises sont du coup dans une logique tout à fait différente. On abaisse les coûts, on démocratise l'espace, on met en place l'infrastructure. C'est un peu comme l'iPhone en quelque sorte. C'est le téléphone, c'est vraiment cette infrastructure qui ensuite nous propulse vers des applications, vers des services à valeur ajoutée. L'espacial est en train de vivre ce moment où elle devient une infrastructure qui s'installe et qui se développe vers plein d'applications différentes et nouvelles, puisque les coûts sont du coup beaucoup plus réduits et on a une nouvelle génération d'acteurs. Et on va dire que, en clair, pour résumer, dans l'espace 1.0, on avait majoritairement les États qui passaient commande avec des budgets sans limite. Dans l'espace 2.0, quelles sont dorénavant les principales caractéristiques de cette, on va dire, de cette seconde aventure? C'est là où c'est intéressant, c'est quelle est la demande des produits et services spatiaux. Vous l'avez bien dit, Jean-Yves, dans la première phase 1.0 des années 60 jusqu'aux années 2010, c'était vraiment l'État souverain qui décidait qui se développait comment. La demande qu'on va appeler aujourd'hui commerciale était très très faible. Donc aujourd'hui, on commence à voir un point de bascule. Or, l'État, il sera toujours présent aux États-Unis, en Europe, en Asie, en Amérique latine. Les États ont des ambitions sur le spatial et ils vont le maintenir. Et d'ailleurs, la preuve est que désormais, d'ici la fin de la décennie, notre station spatiale internationale, elle va être décommissionnée. Ce sont des stations privées qui vont prendre le relais, mais les États vont se diriger maintenant sur la Lune, où on va créer une nouvelle station spatiale lunaire cette fois-ci, mais qui montre que les États veulent garder une empreinte sur l'espace de demain. Ceci étant dit, ce qui vient enrichir on va dire ce marché qui est déjà grand, on peut citer le chiffre des 400 milliards de dollars qui représente le marché spatial à l'heure actuelle, qui va se développer, qui va être multiplié dans les années à venir. Ce qui va être ce multiplicateur, c'est la demande commerciale des sociétés agricoles, financières, industrielles, maritimes, dans la logistique, dans la communication et plein d'autres secteurs qui voient l'espacial comme un outil supplémentaire d'innovation pour améliorer leurs activités. Et c'est là, finalement, où cet écosystème se met en place. Est-ce que ces applications dont vous nous parlez, elles sont déjà effectives ou est-ce que ce sont des promesses? Et d'autre part, un complément avec une question de novice, est-ce que en réalité, en objet dans l'espace, on ne voit que des fusées et des satellites ou est-ce qu'il y a autre chose? C'est exactement ça, je dirais, pour la raison pour laquelle on se lance maintenant. Je pense qu'on a fait beaucoup de travail au cours de ces 10 dernières années, l'industrie spatiale, pour développer ces nouvelles applications. Alors, c'est vrai qu'on pense souvent à l'espacial comme étant
une industrie des fusées, des satellites. C'est ce qu'on voit le plus. Mais progressivement, on est en train d'aller vers des nouvelles applications, d'abord basées sur les données, la data spatiale qui est recueillie, qui va être transformée et revendue, mais aussi des applications inédites, la fabrication en orbite, en microgravité. On pourra donner des exemples. On parlera aussi de la conquête spatiale. On va amener l'être humain dans la Lune, sur Mars. Et donc, tout ça nécessite aussi une économie qui se met en place. Et donc, finalement, ce qui est intéressant dans cette opportunité d'investissement, c'est que nous avons les trois horizons, du court terme, au moyen terme, au long terme. Et donc, en même temps, on investit aujourd'hui sur des activités qui sont existantes, qui sont établies, communication par satellite, par exemple, observation de la Terre. Ce sont deux applications majeures qui génèrent aujourd'hui du chiffre d'affaires. Je pourrais parler d'une société américaine qui s'appelle Planet et qui dispose aujourd'hui de 200 nanosatellites. Alors, un nanosatellite, ça fait la taille plus ou moins d'une bouteille d'eau. Donc, ce n'est pas très grand. Et ils en ont 200 qui tournent autour de la Terre. Ces nanosatellites prennent aujourd'hui plus de 3 millions de photos de notre planète Terre au quotidien. Pour faire quoi? Pour vendre cette information à des sociétés dans le transport qui doivent optimiser leur route de transport, à des sociétés qui veulent lutter aussi contre le réchauffement climatique pour comprendre les endroits dans lesquels il y a de la déforestation illégale, par exemple en Amazonie, qui sont désormais détectés en temps réel par ces satellites. Et donc ça, par exemple, on est sur le court terme. Mais à plus moyen et plus long terme, il y a d'autres applications, on pourra y revenir, qui sont extrêmement interpellantes. Parfois, ça a l'air de la science-fiction, mais ça génère déjà du chiffre d'affaires dès à présent pour les entreprises, avec beaucoup de visibilité dans la durée. Et on a vu qu'il y a quelques mois, il y a un bateau de transport, logistique, un porte-container qui a bloqué le canal de Suez. Est-ce que, par exemple, l'industrie spatiale, et notamment les satellites que vous évoquez, ont pu aider au désengorgement, non pas du canal intrinsèque, mais des flux de bateaux qui étaient en attente à ce moment-là? De plus en plus. Je pense que l'observation de la Terre, c'est une activité qui est la plus florissante aujourd'hui. Il y a plein d'entreprises. D'ailleurs, nous, en portefeuille, on a parlé de Planète, on a une société qui s'appelle Black Sky, on a Maxar également, des satellites qui sont beaucoup plus grands. Ce sont des entreprises dont justement leur propos, c'est d'observer la planète Terre et vendre cette information aux clients. Ce qui est intéressant, c'est qu'en effet, dans cette crise du canal de Suez, déjà, on a très vite amené des satellites pour qu'ils prennent en photo, pour qu'on comprenne qu'est-ce qui s'est passé, pour qu'on puisse optimiser et renvoyer pas mal on va dire, de ports-containers qui devaient passer par le canal de Suez pour qu'ils passent par l'Afrique du Sud. Donc, on a rerouté en quelque sorte tout ce trafic grâce à cette image satellitale. Mais on peut penser aussi, avec l'actualité récente en Ukraine, toutes ces images qu'on reçoit de l'invasion russe en Ukraine, ce sont Maxar et Planet les principaux fournisseurs qui aident du coup au monde entier à avoir une transparence sur ce qui se passe en ce moment. D'accord. Premier en Europe à surfer sur cette thématique spatiale, comment cette idée a germé? Vous nous avez indiqué tout à l'heure que c'était la suite d'autres fonds à connotation digitale que vous avez déjà lancés. Par contre, faire un zoom sur une industrie à ce point thématique, c'est osé, non? Je pense que c'est ce qui nous caractérise. Un peu cette audace, cette vision du monde de demain, c'est tout ce qu'on cherche à fournir à travers nos fonds à la financière de l'échiquier. C'est vraiment fournir des outils, des portefeuilles, des produits qui amènent l'investisseur sur ce long terme, sur cet avenir, avec des stratégies qui sont simples à comprendre, qui sont gérées de manière concentrée. Et pour nous, les spatiales, c'était vraiment tout ce qui collait avec notre expertise. La robotisation, l'intelligence artificielle, on ne l'a pas évoqué, on a un fonds qui s'appelle World Next Leaders, qui est multithématique, où là, on va travailler des thématiques comme la 5G, l'impression 3D. Et donc, tout ça, je pense, alimenter une vision qu'on a trouvé une industrie, et là encore, on ne l'a pas découvert. Les spatiales, ça fait 70 ans qu'elle existe. Mais on a vu que l'industrie spatiale commençait à être finalement un centre de gravité pour toutes ces technologies-là disruptives et qui propulsaient l'espacial ainsi que son écosystème vers une nouvelle phase de croissance, d'innovation, de leadership. Donc, je pense que c'était finalement en 2018, en même temps qu'on lançait le fonds d'intelligence artificielle, qu'on s'est dit vraiment c'est là où on doit porter ensuite notre vision dans les 3 années à venir. Et on a vu finalement en 2020-2021 que tout commençait à se mettre en place. Les introductions en bourse, les nouvelles sociétés, la maturité de certaines technologies. D'ailleurs, en 2018, la réusabilité des fusées, qu'aujourd'hui on voit avec SpaceX comme étant quelque chose de complètement acquis, était quelque chose qui était à démontrer.
Et depuis, on a démontré que c'était possible, qu'on a divisé par 10 le coût d'accès à l'espace. Et donc, ce sont tous ces signaux-là qui nous disent, oui, aujourd'hui, avec conviction, on lance cette stratégie, on est les premiers, on est pionniers, mais on veut vraiment s'embarquer avec nous, avec vous tous, avec tous les investisseurs, tous les épargnants, sur cette aventure de long terme qui, pour nous, est transgénérationnelle. On n'a pas pu trouver une thématique aussi long terme que celle-ci. C'est vrai. Dites-moi, Rolando, comment, alors bon, question très basique, hein, comment vous sélectionnez vos valeurs? Je pense que vous avez des modèles qui sont personnels. Ensuite, on voit bien qu'il n'y a pas un vivier de valeurs qui est vraiment extrêmement large, même s'il est significatif. Donc, on va piocher des valeurs qui sont sans doute archi connues. Puis, dernier point, est-ce que il y a une forte rotation dans ces valeurs, dans votre portefeuille, même s'il est jeune, ce portefeuille? Oui, alors je pense que cet univers d'investissement est très important à comprendre. Je pense que notre vision est de nous dire qu'on investit cette fois-ci non pas dans une technologie, mais dans un écosystème, un ensemble d'acteurs. Et dans cet écosystème, il y a des acteurs qui vont avoir des profils différents et un impact, une présence dans la thématique qui sera elle-même différente. Alors si on avance un tout petit peu dans la présentation, on va le voir, une segmentation par 4, voilà, c'est justement ça. Ce sont ces 4 thématiques, on va dire profils d'entreprise sur lesquels on cherche. Je reviendrai sur la question de notre univers d'investissement, mais c'est important de comprendre que nous, on se positionne sur 4 types d'acteurs. Des acteurs qui ont leur activité dans l'espace. Alors là, on a parlé de l'observation de la Terre. On pourra parler aussi de ces applications inédites qu'on est en train de développer, comme l'assemblage en orbite, la fabrication d'objets en microgravité, et pourquoi on s'amuserait à avoir des imprimantes 3D dans l'espace, en orbite. Mais toutes ces activités-là sont propres à l'espace spatial. On a aussi des sociétés qui vont faire le lien entre la Terre et l'espace. Comment on accède à l'espace? Comment on revient? Comment on communique dans l'espace depuis l'espace? Et on a enfin 2 autres types de sociétés qui sont plutôt focalisées sur les activités sur Terre. Donc d'abord, comment est-ce que je vais fabriquer ces fusées, ces satellites? Comment est-ce que je vais également, en tant qu'industrie terrestre, bénéficier de la technologie spatiale? Et enfin, pour nous, il y a un pilier qui est important, ce sont les sociétés qui sont plutôt transverses, qui amènent une technologie, les semi-conducteurs, l'impression 3D. Ce sont ces technologies qui permettent finalement à la thématique spatiale d'exister. Donc c'est ça, cette vision qu'on a construite, et ça explique comment nous cherchons des sociétés. Je conclurai sur notre univers d'investissement pour dire qu'au lancement, on a 120 sociétés dans cet univers d'investissement. C'est un chiffre qui nous semble assez, on va dire, déjà très bon. Quand on a lancé le fonds d'intelligence artificielle il y a 3 ans, on n'avait que, entre guillemets, 80 sociétés. Aujourd'hui, le vivier a été multiplié puisqu'on a plus de 300 sociétés dans notre univers d'investissement. Dans l'espacial, on pense qu'on devrait voir ce grandissement de l'univers d'investissement avec des nouvelles sociétés qui rejoignent la course spatiale, des sociétés terrestres qui adoptent la technologie spatiale et des technologies transverses qui viennent enrichir l'écosystème spatial. D'accord. Donc, ce que vous nous dites en clair, c'est qu'on n'est pas du tout sur un effet de mode, une vision de court terme pour faire de l'argent. On est plutôt sur des fondamentaux qui vous semblent des fondamentaux solides et de long terme. C'est tout à fait ça. Nous, ce qu'on veut vraiment, c'est vous amener dans une aventure de long terme, l'épargne, notamment en action. On est vraiment sur des produits qui sont dynamiques, qui vont connaître la volatilité, qui vont subir des aléas des marchés, de l'incertitude. Aujourd'hui, on l'entend bien sur l'inflation, sur plein des domaines macroéconomiques, mais sur la durée, c'est notre vision et c'est ce que nous avons fait sur nos autres stratégies sur le long terme. On veut vraiment amener cette performance qui soit différente de celle des marchés, qui soit propre à des histoires spécifiques de nos sociétés. Et pour nous, l'espacial, c'est vraiment une des thématiques clés dans le monde de demande du 21e siècle, parce que c'est véritablement la continuité de notre histoire, même si on pense en tant qu'espèce humaine, on arrive enfin à ces moments de transition vers lesquels on va même rendre dans les années, décennies, siècles à venir, la vie multiplanétaire. Et ça commence dès maintenant par l'investissement dans plein de secteurs qui ont lieu ici, tout près de la Terre, mais aussi beaucoup plus loin. On voit que le marché, le contexte boursier actuellement est actuellement très chahuté pour plusieurs raisons majeures. Hein, l'inflation, la Chine avec ses confinements partiels de très grandes villes portuaires, et puis évidemment la guerre en Russie et en Ukraine. Est-ce que ces écarts
de volatilité permettent, selon vous, des entrées sur vos fonds? Je parle en règle générale, donc Space et les fonds digitaux dont vous avez parlé jusqu'à présent. Oui, je pense que c'est un peu, c'est comme disait dans le sens où il y a un contexte économique qui change, qui évolue. C'est un peu plus du bruit que des signaux de long terme. C'est-à-dire aujourd'hui, quand on pense à tous ces succès qu'on a connus en bourse, d'Amazon, Tesla, Nvidia, Facebook, Google, aujourd'hui c'est très facile d'identifier ces leaders. Plus difficile de se dire aujourd'hui qui seront les leaders de demain. Néanmoins, ce qu'on peut quand même retenir qu'on le sent, c'est que toutes ces sociétés qui ont changé finalement notre économie, notre quotidien, l'ont fait indépendamment de tous ces contextes qui sera toujours incertain, qu'il a toujours été, qu'il est encore et qu'il le sera toujours. Donc pour nous, l'importance, c'est de dire cette volatilité, essayons de l'utiliser aussi comme notre allié. Essayons de profiter de ces moments d'incertitude, de volatilité pour nous renforcer sur nos plus fortes convictions. Essayons de concentrer nos idées là où cette volatilité nous amène des opportunités. Nous-mêmes, d'ailleurs, le conseil à tous les épargnants, tous les investisseurs qui s'intéressent sur ce type de stratégie, investissez sur le long terme dans la durée. Investissez toutes les semaines, tous les mois, tous les trimestres, chacun à sa fréquence, mais profitez, ne soyez pas victime de cette volatilité en ciblant le moment de rentrée. C'est un peu ce qu'on voit qui réussit le mieux sur ce type de stratégie, c'est d'investir progressivement dans la durée pour accompagner le développement de la thématique, parce qu'une chose nous semble certaine, c'est qu'on voit cette thématique se développer sainement, durablement et surtout à une vitesse qui est exponentielle. Alors, vous parlez de leaders au pluriel, donc ça veut dire qu'on n'est pas comme dans l'industrie automobile, en tous les cas à court terme, avec un leader qui écrase tout le monde, Tesla en l'espèce. Et d'autre part, y aura-t-il toujours cette très grande porosité entre la matière militaire et l'industrie civile? Alors, je vais commencer par la fin parce que j'aime beaucoup cette question. C'est vrai que l'espace 1.0, ça a été et ça reste d'ailleurs lidéré par des sociétés militaires. D'ailleurs, l'espace 2.0, qui est celui où nous, on se positionne, nous, on veut vraiment faire la segmentation de ces deux univers. Et d'ailleurs, on s'est interdit d'investir dans l'espace 1.0. On n'investit pas dans des sociétés militaires, de défense, d'armement. Et nous avons d'ailleurs développé conjointement au lancement de ces fonds une charte ESG dédiée à la thématique spatiale. Or déjà, les fonds sont à 100% intégrés ESG, donc on a une notation sur l'environnemental, sur le social, la gouvernance, sur tous nos titres en portefeuille avec des minimums qui sont appliqués, mais on a souhaité aller une étape plus loin en développant une charte dédiée à ces thématiques dans lesquelles on pourra détailler d'autres points, mais un des points essentiels, c'est dire on n'investit pas sur les secteurs militaires et de défense pour des raisons ESG, pour des raisons aussi qui représentent ce monde d'avant au niveau de l'espacial et non pas le monde de demain, qui est là où on veut se focaliser. Parfait. Mais écoutez, tout ça est très clair. Peut-être une dernière question pour revisiter, rebalayer votre vision de long terme sur le regard que vous portez sur cette thématique. Là, je parle du long terme, véritablement sur une trajectoire de 10 ans, où on en sera et est-ce que toutes les promesses seront tenues? Alors, c'est très intéressant parce que le temps, en même temps, c'est notre plus grand allié. Si je vous amène au début du XXe siècle, 1902, je pense que c'était le New York Times, il sortait un article, première page, qui disait les experts se sont réunis et ils ont décidé, ils ont déterminé que l'homme, l'être humain, ne volera pas avant la fin du siècle. L'année d'après, 1903, les frères Wright faisaient le premier vol humain, déclenchant donc ensuite une industrie de l'aérospatiale qui se développe encore aujourd'hui. Et donc, ça montre qu'il y a cette capacité à disrupter, à innover. Alors, entre 1903, qui était le premier vol des frères Wright, jusqu'à 1966, donc 69, pardon, 66 ans après, on a vu le Apollo 11, l'arrivée de l'être humain pour la première fois sur la Lune. Donc, c'est fantastique. Dans l'espace de à peine 66 ans, on est passé du début le vol plané à des êtres humains qui arrivent sur un autre astre céleste. Alors moi, j'ai un peu cette même vision, j'appelle l'imagination de nous tous. Aujourd'hui, 66 ans après 1969, ça nous amène à 2035. Où serons-nous? Serons-nous en train de coloniser d'autres planètes? Serons-nous sur Mars? Aurons-nous développé des stations spatiales autour de la Terre, autour de la Lune, autour de Mars? Aurons-nous une économie qui permettra que tous les jours, il y aura des personnes qui vont dans l'espace, qui reviennent dans l'espace?
tout cet écosystème, une nouvelle façon de produire, des nouvelles ressources qui seront à notre disposition, une vie humaine qui deviendra multiplanétaire, ben je pense que c'est la réalité dans laquelle nous allons. Et donc, en ayant ce précepte en tête, nous, on pense qu'aujourd'hui, on a tout le nécessaire pour commencer à soutenir ces acteurs, ces leaders. Alors, vous disiez, est-ce qu'il y a un leader qui va tout absorber? Je ne le pense pas, puisqu'on est en train de parler d'un écosystème. C'est pratiquement une deuxième économie qui vient s'ajouter à notre économie terrestre, avec des leaders dans les fusées, des leaders dans les satellites, des leaders dans la fabrication, des leaders dans le transport. Et donc, je pense qu'on est en train de voir cette opportunité immense se développer devant nous. Et là encore, nous sommes le seul fonds en Europe qui aujourd'hui s'investit sur ces acteurs internationaux, avec en plus cette vision ESG des responsabilités. Donc, je pense que l'offre, elle est alléchante, on l'espère, et c'est sûr qu'on est très, très, très enthousiaste sur les années à venir. Merci Rolando de cet éclairage passionnant. Je sais qu'il y a de très nombreuses questions en régie. Je vais passer la parole à Nathalie pour qu'elle vous mette sur le grill avec ces questions de nos adhérents. Nathalie. Merci à tous les deux. Une première question. Est-ce vraiment sérieux de parler de critères ESG alors que les déchets spatiaux se comptent par millions et que les carburants nécessaires aux fusées sont particulièrement polluants? Oui, merci beaucoup pour la question parce que c'est très important. Les débris, les carburants. Alors, si on pense aux débris spatiaux, il y en a plein, malheureusement. Aujourd'hui, on va décompter environ 500 000 débris spatiaux qui font la taille d'une balle de tennis ou plus. Donc, c'est beaucoup. La question qu'on doit se poser, c'est d'où viennent ces débris spatiaux? Qui les a laissés là? Et malheureusement, c'est l'espace 1.0 qui, au cours de son développement, années 60 jusqu'à présent, n'a pas été consensueux, ne s'est pas préoccupé finalement de ces débris spatiaux. En revanche, l'espace 2.0, les acteurs sur lesquels nous nous investissons, ils sont complètement tournés vers des solutions pour nettoyer l'espace, vers des solutions pour ne laisser aucun débris traîner dans l'espace. Et donc, pour nous, c'est important de se positionner. D'ailleurs, à chaque fois qu'on rencontre une entreprise, parmi la due diligence accrue que nous menons, c'est la question de comment vous gérez la fin de vie de vos satellites. Quand vos fusées partent dans l'espace, est-ce qu'elles reviennent? Comment? Dans quelles circonstances? Pour vraiment s'assurer que l'industrie, désormais, va être responsable sur les débris. Donc, je pense qu'il faut vraiment distinguer les acteurs qui ont pollué et qui, désormais, on espère qu'ils ne pollueront plus. Et en tout cas, nous, nous positionnons soit comme sur des sociétés qui ne pollueront pas, soit sur des sociétés qui cherchent justement à créer des business models pour récupérer tout ce qui était laissé en orbite, le ramener sur Terre et donc nettoyer cet espace. Alors, les carburants, c'est important aussi parce que là encore, il y a un positionnement entre les acteurs 1.0 et 2.0. Beaucoup des sociétés, on va dire 1.0, vont utiliser des ergols comme du kérosène. Le kérosène, dans le nom pour le spatial, c'est le RP1, va être extrêmement polluant. Donc aujourd'hui, l'approche de l'industrie 2.0, les sociétés sur lesquelles on se focalise, elles sont focalisées sur deux types de combustibles. Le méthane, c'est du gaz, le méthane qui va être beaucoup moins polluant et qui est important à développer parce que lorsqu'on sera sur Mars, il y a énormément de méthane dans l'atmosphère de Mars. C'est ce qu'on va utiliser comme combustible pour retourner sur la Terre. Et c'est un combustible qui va être à des ordres de grandeur moins polluant que le kérosène. Et d'autre part, là où ça devient très intéressant, ça va être avec l'hydrogène, puisque l'hydrogène qui, lui, rentre en combustion, comme tous les autres d'ailleurs, avec de l'oxygène liquide, ça vous fait du H2O, c'est de l'eau comme résidu. Et donc là, on est sur une industrie qui va être pas du tout polluante, notamment pour une situation où on sera sur la Lune, et on pourra trouver de l'eau, c'est un peu ce qu'on a déjà découvert, ce qu'on estime probable, pour pouvoir transformer ce taux en hydrogène, oxygène, et donc avoir le combustible spatial de demain. Mais Rolando, c'est quand même une trajectoire assez longue, hein, il faut être très clair. On voit bien que les fusées Soyouz qui utilisent du kérosène ou les dernières fusées Ariane sont des fusées qui sont encore relativement polluantes. L'histoire, elle est pour l'instant en train de se construire, n'est-ce pas? Exactement. C'est pour ça que nous, on veut vraiment être engagés avec les sociétés de nouvelle génération, Rocket Lab, Astra, qui sont en train d'aller ou qui sont déjà allés sur l'hydrogène, sur le méthane, pour être sur une industrie qui se développe de manière plus raisonnable. Et d'ailleurs, ce qui se passe en Russie avec le Soyuz qui n'est plus accessible pour personne, ça force finalement l'industrie d'aller vers ces nouveaux acteurs qui, eux, sont déjà engagés dans cette trajectoire beaucoup plus soutenable dans les combustibles qu'ils utilisent.
Merci. Une autre question. Êtes-vous certain que ce secteur de l'espace sera rentable quand les pionniers eux-mêmes déclarent en totale transparence qu'ils ne savent pas s'ils pourront le faire fructifier? Oui, c'est très important de voir cette rentabilité à terme. C'est vrai qu'aujourd'hui, si on regarde la rentabilité de la plupart de ces acteurs spatiaux, elle n'est pas là, puisqu'ils sont obligés d'investir. La différence, c'est que les business models des sociétés qui sont aujourd'hui établies sont énormément dépendants des activités physiques. Donc, la construction de fusées, le lancement de fusées, la construction des satellites, les lancements des satellites en orbite, sachant que le coût d'accès en orbite était très très cher auparavant. Et c'est ça qui réduisait l'équation économique. Envoyer 1 kilo dans l'espace, aujourd'hui, ça vous coûte environ 35 000 $, entre 35 000 et 5 000 $. Il y a 20 ans, c'était 10 fois ce chiffre-là. On était entre 35 000 et 50 000 $ pour amener 1 kilo dans l'espace. L'espérance, c'est qu'à la fin de la décennie, grâce à Starship et d'autres nouvelles fusées, des nouvelles générations, on va diviser par 10 ce coût d'accès à l'espace. Ça améliore mécaniquement la rentabilité du secteur. Et surtout, on pense à l'espacial de la donnée, ces sociétés de satellites qui sont en train aujourd'hui de capturer des données. Elles vendent cette, on va dire, cette information, cette data, finalement à des marges qui sont similaires à celles du logiciel. Donc, on pense que c'est une industrie qui va être très rentable. Il faudra bien sûr choisir ses acteurs, mais il faut être clair sur le fait qu'il faut de l'investissement, c'est ce qu'ils sont en train de faire, mais qu'à terme, elles devraient générer cette rentabilité. C'est un peu cette trajectoire sur la durée sur laquelle on s'inscrit. Toujours sur cette même item de la rentabilité, savez-vous si les sociétés actuellement investies ont une politique généreuse en matière de dividendes? Alors, généralement, elles ne vont pas verser des dividendes, puisqu'évidemment, elles préfèrent tout ce capital qui est généré, toute cette croissance qui est générée, et les réinvestir dans l'entreprise pour aller chercher une croissance plus grande, une rentabilité plus importante. Alors, ça ne veut pas dire que tous les acteurs dans notre portefeuille ne génèrent pas des bénéfices, puisqu'on est diversifié sur des acteurs aussi qui vont être présents dans les semi-conducteurs, qui vont être présents aussi, si on pense à des sociétés comme Garmin, John Deere, qui sont en train de bénéficier de l'écosystème spatial. Ça amène au portefeuille finalement un peu d'équilibre entre les sociétés qui vont être très innovantes, très disruptives, mais qui investissent beaucoup, et des sociétés un peu plus établies qui bénéficient pleinement de la technologie spatiale, mais qui vont être déjà un peu plus établies d'un point de vue financier. Donc, je pense que la vision est d'équilibrer entre ces deux poches-là, si on les appelle comme ça, dans le but d'amener de la robustesse au portefeuille dans la durée. Mais Rolando, là sur les sociétés dont vous parlez, ce sont quasi exclusivement des sociétés de croissance. Et très clairement, vous faites un distinguo entre des sociétés de croissance qui, elles, ne distribueraient pas de dividendes parce qu'effectivement, c'est leur vocation, elles doivent croître avant tout, et puis d'autres sociétés de croissance qui potentiellement pourraient être amenées à distribuer des dividendes pour choyer leurs actionnaires. C'est bien cela ou pas? Si, exactement. Il y a vraiment ce distinguo. On reste, quoi qu'il en soit, dans une vision croissance, puisque c'est complètement naturel avec le positionnement du fonds d'investir sur ces sociétés qui elles-mêmes se projettent dans la durée. Donc, on n'est pas dans la logique, on va dire un peu presque des vaches à lait dans lesquelles on ne cherche plus la croissance, mais on cherche justement à exprimer le plus possible dans le secteur et de le transférer aux actionnaires. Ça arrivera, je pense, mais dans très long terme, une fois qu'on aura déjà atteint un peu plus de maturité dans la thématique. Ce n'est pas du tout ce qu'on voit aujourd'hui. Mais en revanche, oui, je pense qu'au niveau du portefeuille, on équilibre sur des acteurs qui vont être très innovants, mais qui vont perdre encore de l'argent. En revanche, là où on se focalise, c'est de se dire tout l'argent qu'ils ont levé lors de l'introduction en bourse ou des augmentations de capital qu'il y a eu, ça devrait leur suffire pour devenir rentable dans 2, 3, 5 ans pour les plus lents dans cette trajectoire. Donc, on estime qu'ils ont le nécessaire pour accomplir ce business plan, devenir rentable, se financer, continuer à croître, évidemment, à la fin du chemin, être dans une logique de reverser des dividendes, de racheter des actions. Et justement, une question là, peut-être un petit peu plus personnelle. Comment on peut expliquer le succès de très grosses boîtes privées qui sortent de nulle part finalement, les Amazon notamment, et les échecs de Boeing dans les capsules pour aller rechercher les équipages dans les vaisseaux de type ISS? Pourquoi des acteurs historiques échouent là où des boîtes qui sont sorties de nulle part finalement réussissent? C'est quelque chose, alors c'est pas propre uniquement à l'espacial, mais on le voit beaucoup. Je pense que ça fait partie du dilemme de l'innovateur. Souvent, les nouvelles opportunités, les disruptions causent, je pense, une remise en question des sociétés établies
qui parfois on s'est dit, elles ont tous les moyens, elles ont toute l'expertise, elles ont des milliers de salariés, d'ingénieurs talentueux qui peuvent se mettre derrière un problème, le résoudre et rester leader. Mais souvent, finalement, ce sont ces sociétés plus petites, dans un garage, avec des idées différentes, des motivations différentes qui arrivent, se développent, cassent un marché, innovent et deviennent ce qu'elles deviennent. Donc, je pense que dans l'espacial, c'est un peu ce qu'il arrive. On a changé vraiment la logique, je vous disais, ce cost plus margin, donc vraiment cette logique, les coûts plus les marges, c'était comment toutes les sociétés étaient dirigées. Donc, l'ingénieur, qui pourrait être hyper talentueux, devait faire face à une hiérarchie qui lui disait il faut vraiment chercher à augmenter les coûts, ne pas réduire l'accessibilité spatiale, innover, mais modestement, discrètement. Donc, pour vraiment disrupter, il faut avoir un mindset différent, aller prendre des risques, oser. Elon Musk le disait bien, si on ne fait pas des échecs, si on n'a pas des erreurs, des problèmes, des fusées qui explosent, c'est qu'on n'est pas en train d'innover suffisamment vite. Ça ne veut pas dire qu'il faut prendre des risques à tout va, ça veut juste seulement dire qu'il faut oser innover, développer, changer le paradigme. Ça, c'est très difficile et souvent on donne trop de crédit aux sociétés établies, pensons à Tesla et l'automobile, quand en réalité, il faut aussi se dire, cette nouvelle génération d'entreprises, comment elle change le marché, et c'est là où finalement on va retrouver cette croissance exponentielle. La difficulté, bien sûr, c'est que de 10 disruptive, il y en a peut-être une qui va le faire. Donc, il faut la trouver. Ce n'est pas non plus aussi simple. Mais ça montre finalement les deux revers de la médaille. Et qu'est-ce que la guerre en Ukraine et enfin, entre la Russie et l'Ukraine actuelle vous apporte comme commentaire sur ce qu'elle doit à l'espace, ce qu'elle révèle à l'espace et est-ce qu'elle peut bouger les frontières, peut-être sans doute dans un sens plus militaire. Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui a bougé avec cette guerre dans votre domaine de compétences? Complètement, complètement. À l'opposé, je dirais, de 2021, qui était une année où c'était le tourisme spatial qui faisait plutôt parler de l'espacial, je dirais que cette année, c'est l'Ukraine et la Russie, malheureusement. L'espacial a montré que, d'une part, il peut nous amener une vision en temps réel, transparente, objective de ce qui se passe, grâce à ces satellites qui vont aller sur l'Ukraine et nous dire qu'est-ce qui se passe réellement. Et d'autre part, si on pense à ce que Elon Musk et SpaceX ont réalisé avec Starlink, donc leur constellation de satellites, ils ont amené la communication sur Internet à l'Ukraine qui avait perdu cette capacité du fait de la guerre qu'il y a en cours. Donc on voit comment l'espacial est arrivé doté des technologies d'Internet pour les personnes qui sont là-bas, pour les opérations de défense militaires qui avaient besoin de cette connectivité, cette communication grâce à la communication satellitaire. Mais je pense que encore plus loin, si on pense quelle est la conséquence majeure de cette crise, c'est le fait que le divorce entre la Russie et les puissances occidentales qui historiquement collaboraient beaucoup sur l'espacial est en train de s'opérer. L'ISS va être démantelé, la Russie va partir avec son module, les économies occidentales sont en train de céder le leur à des sociétés privées pour aller maintenant sur la Lune. Le Soyuz, qui était utilisé par nombreuses sociétés, OneWeb, typiquement, cette société anglaise, n'a pas pu envoyer ses satellites sur le Soyuz puisque le Roscosmos a décidé de faire un divorce total avec le monde extérieur. Même en Europe, on s'attendait à utiliser le Soyuz comme passerelle entre le Ariane 5 et le Ariane 6. Désormais, c'est une grande question, qu'est-ce qu'on va faire au milieu? OHB, société allemande, a déjà dit qu'il préférait pour les satellites Galileo, pour les GPS, peut-être aller du côté des Américains pour accéder dans l'espace. Donc ça donne une urgence, je pense, aux États de se dire il faut investir, il faut aller encore plus vite parce que la Russie n'est plus un allié, c'est un concurrent et c'est un concurrent qui est instable. Donc ça montre que l'économie spatiale se développe, est en train de changer et qu'il faut, je pense, se positionner du côté des acteurs qui bénéficient de ces situations, qui apportent des solutions et qui permettent d'enrichir cet écosystème spatial. Quel est le potentiel boursier de votre fonds, par exemple, à terme, vaudra-t-il son double selon vous? Alors, généralement, l'approche que nous avons, c'est que toute entreprise qui rentre en portefeuille doit avoir une espérance de gain, si on pense aux mathématiques, aux probabilités. On doit espérer à gagner un minima 15% par an sur une entreprise. Généralement, on se projette sur 3 à 5 ans. Donc, c'est-à-dire que le portefeuille, à tout moment, et c'est notre responsabilité, c'est pour ça qu'il est piloté activement au quotidien,
On cherche à vendre les sociétés qui ont déjà peut-être sont allées trop vite dans cette trajectoire, renforcer celles qui ont eu un peu de difficultés dès lors qu'elles soient explicables et qu'on reste convaincu de l'histoire fondamentale derrière. Donc évidemment, il n'y a pas d'engagement, on ne peut pas prédire, cet exercice de la boule de cristal est toujours très compliqué, mais on est convaincu que sur la durée, c'est un niveau de rentabilité qui serait cohérent par rapport à l'exigence que nous-mêmes nous appliquons sur chaque société qui rentre en portefeuille. À votre avis, y aura-t-il dans l'espace une gouvernance mondiale permettant de réguler les ambitions de certains intervenants plus agressifs, notamment dans le domaine militaire? Ça serait souhaitable. Malheureusement, ce n'est pas encore ce qui est mis en place. Aujourd'hui, la régulation spatiale présente de nombreux vides juridiques. La preuve, c'est la Russie, d'ailleurs, qui est un peu l'élément trouble dans cet écosystème, avait réalisé des tests avant l'invasion en Ukraine pour envoyer des missiles depuis la Terre pour aller détruire des satellites en orbite. Alors, ils avaient détruit un ancien satellite soviétique. Le problème, c'est que ça avait causé des milliers de déchets qui ont failli impacter l'ISS. Donc, aujourd'hui, il n'y a pas de régulation. Alors, typiquement, les États-Unis, cette semaine, ils ont annoncé qu'ils allaient interdire les tests balistiques pour aller détruire des satellites en orbite. Évidemment, ils ne peuvent que l'interdire à eux-mêmes. Il n'y a pas encore d'organes supranational pour imposer ce type de décision à d'autres États, mais ça montre quand même une volonté des États d'aller vers une régulation. C'est une grande question aussi sur aujourd'hui, quand vous êtes un opérateur télécom, vous avez des spectres qui sont vendus aux enchères de temps en temps. Ben ça, le spectre est limité à une zone géographique. Qu'est-ce qui se passe quand vous avez un satellite qui va passer par une dizaine, une quinzaine, une vingtaine de pays à un moment donné, qui détient ces licences des spectres des communications? Bref, il y a plein de questions qui aujourd'hui n'ont pas forcément de réponses. C'est un sujet sur lequel nous, on travaille beaucoup avec différents acteurs de l'écosystème pour comprendre où va l'industrie en termes de régulation. Une chose est sûre, elle est en train de se mettre en place et nous, il faut qu'on s'adapte aussi à cette régulation qui est en train d'arriver, mais qui cherche tout de même, il faut le remarquer, à développer l'écosystème et non pas à le contraindre, mais le développer de manière raisonnée. Il y a une régulation qui va devoir se mettre en place et qui sans doute privilégiera le contexte militaire. Admettons qu'il y ait une seule route possible, il est clair que le militaire aura toujours, de mon point de vue en tous les cas, gain de cause. Est-ce qu'il y aura cette possibilité de cohabitation entre le contexte militaire et civil, alors que l'espace est quand même, comme vous l'avez très justement dit, plein de déchets et encore peu ou pas du tout régulé? Oui, je pense que c'est aussi, et c'est vrai qu'on aurait pu l'évoquer, un des éléments qui nous montre cette crise en Ukraine, c'est que l'écosystème militaire des défenses va rester très mobilisé, beaucoup plus qu'on ne le pensait. Il y a même aujourd'hui des débats, alors nous on ne participe pas encore, mais il y a des débats qui se mettent en place. Est-ce qu'investir dans le militaire, la défense, ne serait pas ESG aussi dans certains points de vue? Très compliqué comme débat, mais c'est vrai que la discussion commence à se mettre en place. Donc je pense que c'est vrai que les acteurs privés, militaires vont continuer à être présents. Les États vont, je pense, augmenter. D'ailleurs, on le voit avec l'Allemagne, la France l'a dit aussi, les États-Unis, ils vont augmenter leurs dépenses militaires et notamment une partie dans les spatiales. C'est vrai qu'il faut se demander quelles seront les conséquences économiques. Peut-être aussi, il faudra qu'on voit nous-mêmes dans nos investissements qui sont les acteurs qui vont consommer plus, par exemple, des panneaux solaires pour l'espace et qui les fournit, etc. Donc, il y a plein de questions, de réflexions qui se mettent en place. Je pense que la crise en Ukraine est en train de rebalancer, rééquilibrer les cartes sur l'écosystème spatial et ce sont des moments qui sont très, très forts. Merci Rolando. Une dernière question pour vous, Jean-Yves. Dans quel contrat trouver ce support d'investissement? On a positionné, on va positionner en tous les cas ces deux dans nos contrats Generali et Swiss Life, ce support SpaceX qui rejoindra la famille des supports thématiques, famille dont évidemment la financière de l'échiquier a déjà beaucoup d'OPCVM et donc dans la famille plus large de la famille thématique. Donc très clairement c'est Generali et Swiss Life. Écoutez, merci Nathalie pour ces questions. Comme dans tous les fonds que nous proposons et au-delà des enjeux de diversification de votre épargne, il est clair que la performance boursière sera peut-être juge de paix à défaut
l'un des sujets les plus suivis via un risque 6, pour mémoire, risque 6 sur 7, le fonds euro étant risque 1, le risque 7 étant le plus spéculatif, donc avec un risque 6, on est sur un risque très fort, en étant droit d'attendre une performance annuelle de haut niveau. Ce support regroupe à la fois des critères passionnants de haute technologie, des enjeux d'innovation et d'exploration qui vont inévitablement voir se confronter les États et les sociétés les plus tenaces et les mieux capitalisées. Il y aura peu d'élus au firmament et de la performance, néanmoins, et comme dans toutes les jeunes histoires à fort potentiel, le risque que vous prendrez à accompagner la trajectoire proposée par Rolando devrait être exaltante. Il me reste à vous souhaiter une excellente fin de soirée et on vous dit dès à demain sur nos lignes pour vous accompagner sur ce fond et sur bien d'autres thématiques. Bonne soirée, au revoir.